Alors j'ai eu cette chance de vivre un moment absolument fascinant qui était juillet 69, le premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est vrai que cet âge-là, pour moi, ça a été 12 ans. Là, un jour, on a l'esprit qui s'enflamme quand on découvre des rêves et des rêves qui deviennent des possibles. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a rempli, qui m'a fait imaginer, rêver, aller plus loin. Et le jour où la porte s'est entrouverte, parce qu'il y avait un appel à candidature du CNES qui recrutait des astronautes, je me suis dit, c'est pour moi, je pousse la porte et je tente le rêve. Oui, cet entraînement, c'est un entraînement qui a plein de facettes. Bien évidemment, au départ de l'entraînement, il faut mettre tous les profils au même niveau de connaissance pour gérer un environnement complexe. Quand on est médecin, chercheur, voilà, il y a une formation d'ingénieur, il y a une formation de pilote de l'amarrage, enfin, il y a une mise à niveau très intellectuelle sur ces sujets. Beaucoup de simulateurs ensuite pour apprendre à vivre en équipage et résoudre ces sujets complexes. Et bien évidemment, il faut être en bonne forme physique, donc conditions physiques de qualité pour être bien adapté à la mission, et quelques suivis physiologiques qui montreront que vous êtes capable de supporter les contraintes du vol, centrifugeuse pour les facteurs de charge, bien sûr entraînement en piscine pour préparer les sorties extravéhiculaires, pour travailler dans des scaphandres pressurisés, pour apprendre les endroits où vous allez vous mettre en place. Donc c'est bien sûr très physique, avec un bon niveau d'entraînement et de préparation. Et puis c'est aussi, il faut le dire, très intellectuel et beaucoup de choses à apprendre. Puis ce travail majeur en équipage et avec les équipes au sol. Parce qu'on n'est jamais tout seul dans l'espace. Même si à un moment donné on endosse les responsabilités, il faut apprendre à travailler ensemble avec son équipage et avec les équipes des centres de contrôle opérationnel. Alors, c'est un sujet majeur sur lequel je me suis engagée depuis de nombreuses années, qui sont essayer de sortir de ces clichés, ces stéréotypes qui feraient qu'il y a des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons, et que c'est pas la même vie et c'est pas les mêmes rêves. Tout ça, on peut maintenant faire table rase de ça. Après, il faut montrer des exemples, effectivement, des modèles de femmes qui auront réussi dans ces métiers. Ça concerne le spatial, bien sûr, mais ça concerne aussi l'aéronautique. Et ça concerne des métiers dans les mathématiques appliquées. Ça concerne des métiers dans le digital et dans le numérique. On est encore en dessous de 25% de représentation féminine dans ces métiers. Donc il faut qu'on travaille sur la façon dont on parle des sciences et de l'ingénierie, sur l'attractivité de ces métiers, les faire connaître. Donc il faut accepter pour des femmes et des ingénieurs d'être sur les estrades dans les collèges et dans les lycées pour présenter les métiers. Et après, c'est vrai que quand il y a quelques exemples qui donnent envie, eh bien ça aide, ça donne de l'impulsion. Et j'accepte ma part de responsabilité. J'ai peut-être aidé quelques-unes de ces jeunes femmes à se sentir plus à l'aise, à oser. Samantha Cristoforetti, vous l'avez cité, de l'Agence spatiale européenne. Et on voit les progrès. 10% en 85, 14% en 2008, 24% en 2021. Et sur les 17 astronautes de l'Agence spatiale européenne, eh bien, 8 femmes sur les 17, on est presque à 50%, avec des métiers très divers, des astrophysiciennes, des ingénieurs, des pilotes, des chercheurs, des médecins. Donc voilà, ça montre qu'effectivement, il y a une ouverture, qu'on en a besoin, et que cette diversité, elle va enrichir les missions. Et ça, je peux vous confirmer, c'est vrai qu'un équipage mixte, ben, en général, ça se passe très bien, et que les centres de contrôle des missions au sol nous disent qu'on préfère travailler avec des équipages mixtes qu'avec des équipages strictement masculins. Donc cette diversité, il faut continuer à la pousser en avant, et j'espère que nos exemples vont faire avancer le sujet, oui. J'ai eu la chance de, effectivement, avoir 2 missions spatiales, donc de faire 2 décollages, 2 amarrages, 2 atterrissages. Alors, la deuxième fois, je dirais qu'on profite de chacune des secondes de ces phases dynamiques de la mission. La première fois, même si on s'est entraîné, qu'on a des simulateurs, qu'on imagine ce qui va arriver, c'est quand même à chaque fois une nouveauté de sentir les vibrations, les accélérations, quand la coiffe s'écarte, voire par le hublot pour la première fois, la terre dont on s'extrait en vertical, l'approche de la station avec l'amarrage.
Donc parfois on est tellement fasciné, ébloui, qu'on rate quelques secondes. Et moi j'ai beaucoup aimé avoir une deuxième mission spatiale pour justement profiter de chacune de ces secondes. La mise en orbite, j'ai trouvé ça assez progressif, fluide, avec des accélérations contrôlées. Et notre entraînement en simulateur et en centrifugeuse nous permettait d'imaginer ce que ça pouvait être. Le retour est une phase qui est très dynamique, avec des capteurs sensoriels qui sont un peu déconditionnés par rapport à ces facteurs, et qui fait qu'effectivement le premier retour m'a paru quelque chose d'assez intéressant et sportif, dirais-je, et que j'ai adoré avoir une deuxième possibilité de voler pour profiter de chacune des secondes. Alors, c'est effectivement des situations extraordinaires. On ne vit pas une mise en orbite avec une propulsion qui en 8 minutes 45 va vous faire passer à 28 000 km/h. Et donc ce sont des moments assez intenses, ou même quand on les a répétés, imaginés, c'est tout à fait fascinant de les vivre. Alors sur notre planète, nous sommes contraints par le champ de gravité, qui est une force permanente qui s'exerce sur des êtres vivants, que ce soit des humains, des animaux, des végétaux, la biologie du développement, sur la croissance des œufs, et qui s'exerce aussi sur tout ce qui est la matière physique, la combustion, les liquides, les alliages, les plasmas. Bon, tout ça, c'est contraint et organisé en fonction du facteur de gravité. On ne peut pas s'affranchir de la gravité sur Terre. Et donc, on ne connaît pas le rôle de la gravité ou de l'absence de gravité sur ces phénomènes, soit très fondamentaux, soit qui peuvent apporter des recherches appliquées qui vont transformer certains process ou certains diagnostics dans le cadre médical. Et le seul laboratoire qui fournisse une microgravité permanente, ce sont les laboratoires en orbite dans les stations spatiales. Donc, dans ces laboratoires, les scientifiques peuvent tester des hypothèses sur comment intervient le facteur de gravité sur la structuration de nos capteurs, dans notre cerveau, de l'organisation du métabolisme et des charges au niveau du système cardiovasculaire. Comment se fait-il que notre os se renouvelle de telle ou telle façon selon les contraintes gravitaires qui s'exercent sur lui? La même chose pour le muscle. Donc il y a plein de questions très intéressantes, à la fois sur le plan fondamental et sur le plan de la compréhension de comment on pourrait prévenir, comment on pourrait guérir, comment on pourrait préparer pour d'autres situations. Et le fait d'apprendre à gérer ces situations différentes, ce sont aussi des clés pour résoudre des pathologies au sol. Donc moi, en tant que médecin, ayant fait cette recherche en tant que médecin, je sais qu'à la fois on fait progresser les choses pour que l'aventure de l'exploration continue, mais qu'on apprend des choses nouvelles sur des phénomènes qui sont révélés par l'absence de gravité et qui sont ensuite utilisés au sol. Alors, notre cerveau, il nous permet de nous déplacer dans l'environnement, qui est notre environnement du quotidien. Comment se déplacer, garder son équilibre, trouver sa posture, s'orienter avec des références qui sont le haut, le bas. On est structuré en fonction de ce champ de gravité avec lequel notre cerveau s'est développé et a acquis des processus. Et là, on va se retrouver dans un environnement très différent. Accès à la troisième dimension, le haut, le bas, à la limite, ça n'a plus trop de réponse. On a des petits organes, des petits capteurs au niveau de notre système vestibulaire, de nos otolithes, qui sont faits pour détecter la gravité, nous donner des informations, des capteurs dans nos articulations, des capteurs au niveau de la peau, l'extéroception et la proprioception. Tout ça va être complètement transformé. Donc le système nerveux va s'adapter. J'ai été fascinée, je dirais, par la rapidité et la capacité d'adaptation de notre système neurosensoriel à cette situation extraordinaire, en termes d'orientation, donc sur le plan très cognitif, ces processus intellectuels assez complexes, s'orienter dans la troisième dimension, dans le champ de la posture et du mouvement, parce que vous imaginez que vous vous déplacez avec le principe d'action-réaction et non plus stabilisé par le facteur de gravité. Donc ces éléments sont très importants, et ça va retentir sur de multiples phénomènes. Votre capacité d'exercer des forces. Et imaginez, vous serez amené à piloter des interfaces entre des machines en surface de corps céleste et ce que vous êtes à l'intérieur de la station. Vous allez avoir aussi
au niveau de la représentation visuelle des environnements dans lesquels vous allez être, des transformations importantes. Donc voilà, il y a une multitude de sujets, de champs qui sont à la fois, vont nous permettre de penser adaptation et traitement de pathologies au sol, vestibulaire, postural, vieillissement. Parce qu'on sait que dans le vieillissement, voilà, on a un cerveau qui ne traite pas toujours très bien les informations, donc on peut aussi interagir avec ces sujets, et puis qui vont nous apprendre à poursuivre, là encore, l'exploration, à être à l'aise avec les interfaces avec les machines, avec être à l'aise avec des environnements qui sont quand même fascinants, qu'on va découvrir bientôt, ceux de la Lune et ceux de Mars. Alors je vais répondre de deux façons à cette question de qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans une station spatiale, pour avoir effectivement vécu sur une station, la station Mir, et puis sur la station spatiale internationale. Il y a toujours ce moment magique où vous arrivez avec votre vaisseau et vous allez vous amarrer au nœud de jonction, ouvrir l'écoutille et pénétrer dans le vaisseau. Alors ma mission à bord de la station Mir en 1996, j'avais pu en discuter, voir des images, des photos avec mes collègues astronautes, cosmonautes pendant les longs mois de préparation. Donc j'avais une petite représentation mentale et une représentation photographique de ce que j'allais découvrir. Et puis on arrive dans une station où des dizaines d'équipages sont venus, on sent qu'il y a eu de la vie, de la présence, il y a des photos, il y a des choses accrochées un peu dans tous les sens. Donc voilà comment j'ai découvert la station Mir. Quand j'ai volé dans la station spatiale internationale, 2001, tout début de la construction de la station spatiale, c'est-à-dire que je n'avais pas rencontré d'équipage qui y était déjà allé. Je crois qu'on était le deuxième ou le troisième équipage à la journée, la troisième expédition. C'est la 70e. Ouais. Et donc c'était davantage une forme de découverte. En plus, c'est vrai que c'était l'embryon de la station spatiale telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec deux modules dans une forme très, très longitudinale, peu habité encore, donc assez technologique et moins chargée de vie que ne l'était la station Mir. Mais j'ai trouvé formidable les progrès technologiques, opérationnels qu'on a pu faire dans cette période et les progrès aussi de la coopération scientifique internationale qu'on a tramée entre cette coopération bilatérale des années 90 et la Station spatiale internationale des années 2000. C'était aussi une aventure humaine absolument fantastique. Je crois qu'on peut remonter à ces premières images qu'on a pu avoir à distance de la Terre, les photos de 1968 sur ces missions Apollo qui nous ont montré ce lever de terre à l'horizon de la Lune, pour prendre conscience de cet isolement, de cette fragilité et cette vulnérabilité effectivement de la planète Terre. Je pense que c'est dans ces années-là que cette conscience écologique et cette notion de préservation et de responsabilité qu'on a par rapport à la planète sont apparues. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, les images que nous envoient les astronautes sont chargées d'émotions, de perceptions personnelles, d'incarnation de son propre regard. Et voilà, c'est important, c'est impactant. Je crois qu'il faut surtout insister sur le fait qu'on a des constellations de satellites d'observation de la Terre aujourd'hui et de satellites de météorologie qui sont les vigies de notre planète et qui enregistrent les paramètres sur la hauteur des océans, la fonte de la banquise, la transformation de l'atmosphère, la précision des gaz de serre ou du méthane localement tout autant que globalement, et qui nous permettent de suivre le changement climatique, de prévenir aussi, dans certains cas, des catastrophes naturelles dans la façon dont elles se déplacent avec précision. Je pense par exemple aux cyclones aujourd'hui qu'on connaît bien, et on est en train d'essayer de prévoir des tremblements de terre par quelques capteurs qui pourraient être repérés. Donc on a effectivement aujourd'hui un outil spatial, des outils spatiaux, des satellites et des yeux d'astronautes en plus, qui nous permettent de prendre conscience effectivement que cette planète, c'est notre vaisseau, celui de l'humanité, qui nous transporte dans le système solaire.